thank you so much. So the last prize I will give you is that I will. Donc les micros, c'est Willy qui va apporter ça. So before you how. En fait, on attend un petit peu parce qu'il y a des gens qui sortent et que voilà, il y a des gens qui vont arriver. Juste j'en profite, pas pour vendre ma crèmerie, Mais quand même. mais un petit peu quand même. Non, mais en fait, moi, mon histoire avec Jean-Baptiste, ça a commencé avec Louis Louis. Donc encore une fois, ceux qui n'ont pas découvert le film, demain il y a une séance exceptionnelle qui est à midi et demi. Et voilà. Vous allez faire Présenté par Jean-Baptiste. un autre très beau voyage. Oui, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. Mais la séance de demain elle est encore exceptionnelle, donc voilà. Merci. Il reste des places. Ouais, c'est bon, c'est beaucoup trop fort, je pense. Bonsoir. C'est monstrueux. Et je parle fort. Allô, allô. Bon, ça commence à parler un peu loin. Comment? Comme ça, tu sais. Comme Et ça. chanter, c'est bien. Et là, ça tourne. Ok. Ok, bon, on va. Allez. on va commencer. En fait, il faudrait qu'on baisse un peu les micros, Élise. Ah, d'accord. Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est mieux. Donc, bonsoir à tous. C'est un énorme plaisir pour moi d'être là, de vous retrouver, de retrouver Jean-Baptiste pour parler de ce film. Et donc, on va commencer. Mon idée, c'est un peu de prendre la suite de la présentation qu'il vous a faite tout à l'heure. Je ne vais pas raconter les mêmes choses. Donc, il y a cette idée d'aller à New York pour rencontrer ces gens qui ont tourné. Alors, est-ce que finalement, quand on voit le film, c'est en gros les 3 premiers quarts d'heure, hein, est-ce qu'au moment où tu écris le film, avant de partir, et que tu te dis ça va être comme ça, est-ce que tu as une vision du film où on va être comme ça pendant 3 quarts d'heure, ou un long moment avec ces gens, et après on prend la route, ou est-ce que tu as déjà l'idée que ça va commencer comme ça? Comment ça se passe? Écoute, ce qui est assez drôle, en fait, c'est que je pense que le film, il est écrit en réalité à partir du milieu et de la fameuse séquence avec John Savage. Tu vois, que moi j'ai fantasmé avant de savoir qu'il était d'accord pour faire le film, tout simplement, hein, pour être dedans. Mais ça commence vraiment, c'est écrit par le milieu. C'est-à-dire que le moment où je me dis John Savage, il va rentrer quelque part, et puis à ce moment-là, on va lui mettre la musique de Le Bout d'Enfer. Évidemment, c'est une séquence qui ne peut marcher que s'il y a une seule prise, parce qu'il ne faut pas qu'il sache dans quoi il va tomber. D'ailleurs, quand on a tourné ça, on avait fait un entretien avec lui d'abord, dont on a gardé quelques bribes, mais on a gardé ça pour la fin, hein, d'une certaine manière, pour que voilà, une sorte de relation de confiance. Il a tout raconté, il a beaucoup parlé de son père, John Savage, parce que le sentiment d'ailleurs que quand il parlait de Bout d'Enfer, c'était
qui avait fait le film pour son père. Et donc, c'est un type un peu erratique, un peu bizarre quand même. Et donc, il a parlé énormément de ça. Et à la fin, voilà, moi je lui ai dit, il y a un endroit, c'est en Californie, cet endroit-là, même si on croit un peu par le montage qu'on n'est pas loin de l'Ohio, mais c'est tourné en Californie. Et donc, je lui ai dit, voilà, vous allez descendre dans cette petite pièce. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas regarder la caméra, de faire absolument ce que vous voulez pendant 5-6 minutes. Il va se passer quelque chose en restant dans le champ, et vous êtes libre. Et donc, tout ce qu'il fait dans cette séquence-là, rien pour le coup est écrit. C'est-à-dire que c'est lui qui est libre de faire ce qu'il fait. Et c'est intéressant parce que cette séquence-là, moi, elle permettait de faire la jonction entre Mingo et le reste, parce que l'idée que le film s'ouvrirait pendant une partie, ensuite à déterminer au moment du montage, entre 30, 35, 40 minutes sur la Mingo Junction, pour moi c'était une évidence dès le départ. Et j'avais presque, à mon avis, le désir secret qu'on oublie que c'est un film sur Michael Cimino au bout de 25 minutes, et puis qu'il arrive en réalité. Alors ceux qui connaissent très bien Voyage comprennent bien que dès le deuxième plan du film, c'est une citation exacte du prolongateur de Voyage, donc le secret est vite éventé. Mais c'était un peu l'idée qu'on oublie que c'est un film sur Michael Cimino, mais j'y reviendrai après. Et cette séquence avec John Savage, après c'est vraiment une question de montage, c'est-à-dire que la séquence elle dure. Et donc on a plusieurs possibilités lorsqu'il rentre dans le champ, soit on se dit on le garde 45 secondes, 50 secondes, soit au contraire on va à 2 minutes, voire à 3, voire à 4. Et tout le problème, c'est de comprendre John Savage à ce moment-là. C'est de se dire, est-ce qu'il éprouve vraiment ce qu'il est en train, a priori, de ressentir? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où l'acteur prend le pas, etc. Et donc, au bout d'un moment, on a décidé de le laisser plus tôt dans la durée, parce que moi, j'aimais bien ce moment où la séquence, elle commence. Au début, on est surpris de le voir, où on le reconnaît. Bien qu'il apparaisse quand même dans le plan précédent quand il marche, mais bon. Honnêtement, la première fois que j'ai vu le film, je ne l'ai pas reconnu. Quand il marche, tu ne l'as pas reconnu. Et c'est très bien. Tu pensais que c'était un habitant de Mingo Junction qui allait à la Projo, quoi. C'est ça, ouais, parfait. Et ensuite, il arrive comme ça, et puis comme ça dure, tu te mets, et nous, c'est beaucoup des discussions qu'on a eues avec Sébastien au moment du montage, on essayait de déchiffrer ses réactions. Mais est-ce qu'il est triste, pas triste? Est-ce qu'il est pas en train de jouer un peu? Est-ce que c'est lui ou c'est l'acteur qui reprend le dessus? Et moi je trouve qu'en fait c'était tout ça qui était intéressant. C'est qu'il fallait laisser en fait John Savage tout seul pendant 5-6 minutes, mais il y a un moment quand même où on voit qu'il est acteur, où il y a la part de lui-même, évidemment, le souvenir du film, l'émotion réelle, et puis il y a un moment où il est un peu acteur, c'est-à-dire qu'il reprend un peu, l'acteur reprend le dessus, et il se met à jouer, à nous donner des petites choses, mais on ne sait pas à quel moment. Mais par contre, il y a un moment, c'est sûr, où là, on voit qu'il fait l'acteur, c'est quand il se tourne vers la baie vitrée. Et ça, c'est vraiment un geste d'acteur, une façon de dire, je vous donne le regard qui permettra de monter derrière un autre plan, le contre-champ. Quelqu'un de normal, entre guillemets, quelqu'un qui ne serait pas acteur, n'aurait pas fait ça. Alors que lui, de façon assez ostentatoire, il se tourne comme ça vers la vitre, ce qui est, au moment où tu vas monter, ce qui est une porte de sortie en fait de la séquence. Et puis la question de Mingo, de Mingo Junction, oui, l'idée c'était vraiment que moi j'avais envie que Cimino en fait soit la conséquence ou la résultante de ces gens-là, de cette communauté, etc. Et pas du tout le point de départ, en fait. Alors tu vas me dire, mais pourquoi parce que, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas dit au long de la présentation, mais pour moi qui était ultra important, c'est que c'était pas un film sur Michael Cimino, mais que c'était un film autour, ou c'était un film dont Michael Cimino était la focale. Ce qui change tout ensuite dans la façon de l'écrire et même de le monter, etc. Et moi j'avais envie que... Parce que si on commence en se disant qu'on fait un film sur Michael Cimino, d'une certaine manière, l'horizon de tout ça, c'est Michael Cimino, ses films, comment il a tourné, etc. Et moi qui ai appris beaucoup de choses avec les films de Cimino, comme avec d'autres cinéastes, je me disais, pour leur rendre hommage, il faut montrer en fait ce qu'était pour eux l'Amérique, les paysages, etc. Et donc il fallait forcément le dépasser. Et si le film avait commencé avec Michael Cimino dès le départ, tu vois, en disant voilà, il est né, voilà ce qu'il a dit, voire même un de ses propos, je pense qu'on perdait en envergure, véritablement. Ça donnait un film sur un cinéaste.
Or, les grands cinéastes américains, ils parlent de l'Amérique, ils parlent des rapports entre les hommes et les femmes, c'est un truc existentiel, c'est beaucoup plus fort que ça. Leur toile de fond, c'est pas que les films, quoi, c'est pas que le cinéma. Et donc, je me suis dit, on va appliquer ce geste, presque un peu chilinien, tu vois, hein, on va d'abord s'attacher à ces gens-là. C'est vrai, quand je te dis, on a presque envie, moi j'avais presque envie que les gens oublient Michael Cimino, non pas parce que le paradoxe, en fait, que je trouvais intéressant avec cette très longue première partie, pas très orthodoxe, hein, j'en ai un peu conscience. Comme vous voyez, je voulais en faire avec première partie, pas orthodoxe du tout. À l'époque, on allait voir un film sur le Vietnam, on ne s'attendait pas du tout à voir pendant 1 heure des ouvriers dans une Assyrie qui allaient boire des bières et qui se mariaient et qui allaient à la chasse au daim. La première fois qu'on voit le film, on nous le vend comme un film. Alors après, maintenant, le film il est connu, mais quand je découvre le film mercredi de sa sortie, je suis épaté d'avoir cette première heure. Et oui, et ce que raconte Cimino, parce que cette première heure qui, à un moment donné, va culminer, et c'est ce qu'il raconte au moment de la séquence de la roulette russe. C'est-à-dire qu'il va tirer les dividendes de cette première heure où, a priori, il n'y a pas le Vietnam, alors qu'il est partout. Mais au moment de la roulette russe, et Cimino répétait sans arrêt, oui, la roulette russe, c'est pas parce qu'elle est bien réalisée, c'est pas parce que les acteurs sont très très bons, oui, c'est vrai, mais la puissance de cette séquence, c'est l'heure qui a précédé. Alors, le problème, toi, c'est que en tant que cinéphile, historien de cinéma, expert, etc., t'entends ça, tu te dis oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que toi, quand tu vas te mettre à te poser des questions un peu du même ordre, tu te dis, ben, je fais confiance à ce que m'a dit Cimino. Donc j'en tire la leçon de ça. Autrement dit, quand Cimino va arriver dans le film, il va arriver après presque 1 heure passée avec avec d'autres personnes, avec d'autres. Et ça, c'était hyper important, ce qui permettait aussi le fameux raccord très célèbre de Voyage au bout de l'enfer. J'ai toujours adoré cette partie qui passe de façon très violente. Il y avait un truc qu'on a supprimé finalement du montage, qui était le moment où le raccord extrêmement célèbre, en fait, que Cimino m'avait re-raconté et rejoué dans la voiture quand on était ensemble, mais visuellement c'était compliqué, c'est le fameux raccord de Laurence Darabi, qui est le raccord pour lui fondateur de l'histoire du cinéma. Tu peux me rappeler avec l'allumette. Voilà, l'allumette et le désert, en fait l'allumette, le soleil se lève sur le désert, c'est un des plus beaux raccords de l'histoire du cinéma, et qui avait marqué beaucoup de Cimino, et un jour, alors que je lui parlais du raccord de Voyage au bout de l'enfer entre la fin du Nocturne de Chopin, le bruit off des premières pattes d'hélicoptère et le surgissement dément de De Niro avec son lance-flamme, et je lui rappelais aussi le raccord dans La Porte du Paradis, de la fin d'Harvard, avec le réveil de Christopherson dans le plan suivant, vieilli, les désillusions, le temps à passer. Pour moi, c'est la façon de montrer le temps qui passe au cinéma, c'est par ce genre de raccord. C'est pas Benjamin Button, je veux dire. Et donc ça, c'est prodigieux. Et donc je me suis dit, et Cimino, pendant le voyage, un jour, alors que je lui posais des questions sur ces raccords, qui sont quand même des pétitions de principe, enfin des trucs ultra risqués quand tu fais un film. De te dire que au bout d'1 heure, d'un plan à l'autre, tu vas passer dans la seconde partie de voyage ou dans la seconde partie de Heaven's Gate. Il faut quand même une sacrée confiance en soi. Tu vois, quand tu fais à peine ton 2e film, Voyage au bout de l'enfer, pour se dire, on va pas faire 10 plans, les mecs, rendez-vous au bus, le baluchon, un petit plan de bus, un petit plan d'avion, on arrive à Saligon, clac, 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 et on se prend 3 minutes. Et là où l'idée géniale de ce raccord, c'est qu'en fait, ça permet de comprendre combien pour ces Américains-là, mais comme pour Jim et tous les gens du film, le Vietnam, quand ils y vont, c'est quelque chose d'abstrait, c'est un cauchemar. Ils imaginent, ça n'a tellement pas de réalité concrète, même pas politique, parce qu'ils s'en foutent, ils y vont par fidélité, on leur a dit qu'il fallait y aller, ils y vont. Et c'est aussi un moyen pour eux de voyager, ils ne sont jamais sortis du bled. C'est que si tu filmes une séquence de 2-3 minutes où tu vois ces gens-là en train de se déplacer en fait, vers le Vietnam, d'un seul coup, tu donnes une réalité géographique. C'est-à-dire que tu expliques, voilà comment on va de l'Amérique au Vietnam. Or, l'idée de génie, pour moi, de Cimino, c'est qu'on ne peut pas aller de l'Amérique au Vietnam. On peut y aller en saut ou par un truc totalement mental, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que, en fait, la géographie devient un truc politique. C'est-à-dire que dans la mesure où tu ne montres pas comment est-ce qu'on va de Clermont, Pennsylvanie ou Lincoln Junction, Ohio, à la rizière d'Asie du Sud-Est, tu montres que pour ces gens, c'est un ailleurs intégral. Et ils ne peuvent même pas comprendre comment on y va, mais aussi bien géographiquement que politiquement. Et Cimino m'avait donc donné comme source en me disant, vous savez, pour moi, il y a un raccord inouï dans l'histoire du cinéma, et il l'avait miné avec
Peter O'Toole, sa cigarette, et il se fout dessus, et là, le problème, c'est que ça, tu me vois en train de le faire. Mais sur une bande-son, c'est pas possible. Et donc, on est dans une préparation du montage, on avait l'extrait de la porte, en fait, de la porte de Laurence Darali, exactement cet extrait-là, puis finalement, on a décidé de l'enlever, mais voilà, quoi. Mais comment ça se passe quand tu arrives dans cette ville? Donc, tu as déjà pris contact avec eux par Zoom, enfin déjà par Internet, par Zoom, ils savent un peu qui tu es, ils savent un peu ton projet, mais je ne me rends pas du tout compte combien de temps tu vas rester avec eux. Est-ce que tu dégaines la caméra tout de suite, ou est-ce qu'il y a un moment où on s'approche, on discute, on voit des gens? Bah oui, mais attends, tu poses la question, mais tu as déjà la réponse. T'imagines qu'à Mingo Junction, t'es pas à Los Angeles ou à New York. À Los Angeles, quand il n'y a pas de caméra, tu trouves ça bizarre. Ou quand t'es pas filmé, tu trouves ça bizarre. Puis maintenant, avec les portables et tout ça, c'est du démentiel. À Mingo Junction, c'est des gens qui, la dernière fois qu'ils ont vu passer une caméra de cinéma, c'était il y a 40 ans. Il y a des petites chaînes de news locales qui viennent, etc. Donc tu ne peux pas arriver, mais même par respect pour ces gens-là. Nous, quand on est arrivé au départ, moi je les avais au téléphone avant, parce qu'évidemment on ne va pas démarquer comme ça. Et comme le tournage était quand même conçu sous la forme d'un road movie, une fois qu'on était parti, on ne pouvait plus revenir en arrière. Donc il y a un moment, on devait arriver dans l'Ohio, mais l'Ohio c'est loin de la Californie, c'est le dernier tiers en fait du voyage, grosso modo, puisqu'on devait terminer à New York. Et donc moi je leur avais raconté le projet avant. Le truc très drôle d'ailleurs, c'est que Jim, le fameux type avec le t-shirt Top Gun, donc je l'avais plusieurs fois comme ça par Zoom, FaceTime, on se parlait. Et donc à distance, et donc c'est là que je comprends, pour eux c'est vachement important, ils sont prêts à nous aider, il y a déjà un désir, etc. Et un jour, Jim il m'appelle sur FaceTime, et il est comme toi là, puis derrière il a sa télévision qui est en train de diffuser We Blew It. Et là, donc j'ai 2 secondes où il faut que je me remette, quoi. Je me dis, je comprends pas de Jim, il me dit oui. Et là il m'explique que sa fille, parce que on comprend bien dans Mingo Junction, en fait, la plupart des jeunes, arrivés 17-18 ans, ils s'en vont. Hein. Et même les parents les envoient alors à Boston, à Washington, à Cleveland, idéalement en Californie. Et donc, sa fille, Jim, il a une fille, et puis il a aussi un fils qui est mort pendant la guerre en Irak. Et lui, enfin, ils ont un rapport à cette question-là, à la guerre, qui est particulier. Et donc sa fille est partie en Californie, et puis un jour Jim raconte à sa fille quand son téléphonique, bah tiens, il y a des Frenchies qui vont venir nous filmer parce que je bout de l'enfer, etc., etc. Et la fille, je ne sais pas comment, elle dit oui, mais je vois qui est ce type-là, il a fait ce film-là, je te l'envoie. Et donc elle lui envoie le fichier, et quand Jim m'appelle, il me commande la bande-son de We Blew It. Parce que Creedence, Dylan, Springsteen, c'est l'ADN de ces gens-là. Ils n'écoutent pas Beyoncé, c'est comme ça. Donc c'est vraiment la musique américaine des années 70. Et donc on a beaucoup parlé quand même avant, et après quand on est arrivé, l'idée c'était de passer, je sais pas, 2-3 jours pendant lesquels on filme les gens, on les filme pas, on peut aller faire des plans, des usines, bien sûr. Ça, il n'y a aucun problème. Et même là, ils nous ont énormément aidés grâce aux connexions, parce que c'est des toutes petites villes. Hein. Le maire qu'on voit à un moment porter des bières, bon, il est maire 4 heures par jour, et puis 3 heures par jour, il s'occupe de son bar, 2 heures par jour, il porte des bières. Tout le monde fait un peu tout. Mais ils se sont mis en cadre pour qu'on puisse le faire. Mais il fallait d'abord qu'on s'approche humainement. Je veux dire, c'est pas des gens qui peuvent se mettre à parler. Et même Cathy, par exemple, tu sais, celle qui a le t-shirt là, elle était très hésitante, ça a été même la plus dure à convaincre de parler, parce qu'il y a quelque chose qui moi me touchait beaucoup, c'est que ils étaient très contents de participer au projet ou autre, mais quand je leur ai dit, vous savez, on va faire des entretiens avec vous, bon, certains ont dit pourquoi pas, puis d'autres étaient quand même très réticents. Mais ils n'étaient pas réticents parce qu'ils n'avaient pas envie, ils étaient réticents parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient rien d'intéressant à dire. Et une conversation un jour avec Cathy qui me dit, mais Jean-Baptiste, nous on n'a rien d'intéressant à dire. C'est assez terrible. Notre parole, voilà. Et cette espèce de complexe en fait de classe totalement intériorisée est frappant, parce que au contraire, moi j'avais envie que ces gens parlent, et je pense que c'est eux qui, à mon avis, parlent le mieux du cinéma de Michael Cimino. Parce qu'à la fin, le paradoxe de cette histoire, c'est que les 3 premiers quarts d'heure se passent à Mingo Junction.
On ne parle pas de Michael Cimino, de toute façon, je dirais académique classique, comme c'est plus le cas dans la seconde partie. Et je pense que c'est là qu'on parle le plus du cinéma de Michael Cimino. C'est-à-dire que c'est en n'en parlant pas qu'on en parle le mieux, à mon avis, jusqu'à la projection de Voyage au bout de l'enfer. Enfin, qu'on a organisé pour eux. Et donc, ils étaient très... Et c'est assez frappant quand des gens te disent, comme ça, voilà, nous, notre parole, elle n'est pas intéressante. Il y a tellement de gens dans la vie aujourd'hui qui ont des paroles inintéressantes, mais alors par contre qui n'hésitent pas, qui ne se posent jamais cette question-là. Est-ce que ce que je dis, ça vaut le coup d'être filmé ou enregistré? Eux, non. Et donc il a fallu discuter avec eux, passer du temps, et puis qu'ils nous adoptent. L'équipe, on n'était pas très nombreux, c'est-à-dire bouffer, boire des bières, rigoler, discuter. S'il n'y a pas ça, et c'est parce qu'on a passé ce temps-là avec eux, avant de les filmer, qu'il peut à un moment donné éventuellement se passer quelque chose. On ne serait jamais arrivé avec des caméras, comme avec Oliver Stone, ou Tarantino, disons. Tarantino, c'est notamment, il se pose, et là c'est des pros. Mais voilà, avec ce genre de personnes, c'est possible. Mais pas du tout avec les gens de Miko Junction. Et d'ailleurs, au départ, il y a un moment où tu voulais appeler le film Les Dindes de Miko. Oui. Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée. Ça aurait été, je pense, difficile à vendre, parce que, oui, parce qu'on comprend pas. Déjà, moi, quand je vois le film la première fois, je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'en ai resté à Clapton. Quand on connaît Voyage au bout de l'enfer, ça ne se passe pas à Miko Junction. Clapton a changé de nom, d'ailleurs, électrique. Je l'explique, là, c'est là qu'on avait mis le panneau et tout ça. Donc, le titre ne dit absolument rien. Donc, il faut quand même bien donner un angle d'attaque, même si après, quand on voit le film, c'est beaucoup plus clair. Oui, moi j'aurais beaucoup aimé les Dindes de Miko Junction. Alors après, le problème, c'est qu'en France, quand tu dis ça, moi quand je parle, ça va être un problème personnel, les gens comprennent des dindes de Miko Junction. Et on m'a fait plusieurs fois la remarque, quoi, des dindes de Miko Junction? Donc la première fois, je me suis dit, la personne qui est un peu auditif. La deuxième fois, je me suis dit, j'ai mal prononcé. La troisième, je me suis dit, non, ça va pas. Et puis, il y a la question, tu parlais de la vente, de la distribution, l'identification, ça compte quand même quand tu fais aujourd'hui un film. Et le nom de Michael Cimino, c'est compliqué parce qu'à la fois, ça réduit la voilure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, j'imagine, ah oui, un film sur Michael Cimino, je m'en fous. Je ne vais pas très bien comprendre, ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, d'autres, pour cette même raison, mais inverse, se disent, ah, ça m'intéresse d'aller voir un film sur Michael Cimino. Et dans les deux cas, c'est un malentendu. Mais tu es obligé d'avoir ce malentendu. C'est-à-dire que après les gens viennent voir un film sur Michael Cimino et tu leur dis oui mais c'est pas vraiment un film sur Michael Cimino. Ah bon? Et donc c'est pour ça que le nom de Cimino n'apparaît qu'en deuxième dans le titre. C'est d'abord Un mirage américain et ensuite Michael Cimino. Mine de rien, cet ordre-là il est hyper important pour moi. Et alors justement, pourquoi avoir choisi Un mirage américain? Parce que j'avais déjà sorti Mirage du contemporain de Mal, vu que ça marchait bien cette année, je connais les titres avec Mirage. Mais non, mais Mirage, parce que c'est quand tu travailles sur un cinéaste, ou n'importe qui, ou un écrivain ou autre, et quand tu as beaucoup travaillé dessus, écrit, réfléchi, côtoyé, etc., il y a un moment où tu sais, tu dois arriver, c'est aussi bien que moi quand tu travailles sur des cinéastes, c'est-à-dire que c'est le moment où tu essaies d'arriver presque à un mot, à une idée, à un concept qui résume ce cinéaste-là. Quand tu n'es pas clair dans ta tête, tu dis oh ben, le cinéma de Cimino, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. À la fin, c'est tellement de choses que c'est rien. Ça veut dire que tu n'es pas au clair dans ta tête. Et quand tu es au clair, tu dois pouvoir à un moment donné te dire Cimino, c'est ça. Et pour moi, le mirage, c'est tout le cinéma de Michael Cimino. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a poursuivi, comme Stanley White dans Les Dragons, une espèce d'image, d'Épinal ou pas, ou un idéal d'Amérique qui lui vient à la fois de ce qu'il a imaginé, des films de John Ford qu'il a adoré, de toutes ces choses-là, mais il a poursuivi cette espèce d'idéal d'Amérique dont il était convaincu qu'il existait quelque part, et aussi bien dans des communautés, de Mingo Junction, des migrants de la Porte du Paradis, que dans des paysages quelque part. Parce qu'il dit, il faut que je trouve mon ouest à moi, c'est pas pour le plaisir de trouver, non. Son ouest à lui, c'est son mirage d'Amérique. Et pourquoi mirage? Parce que on ne sait jamais si la chose a lieu ou pas. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que la filmographie de Michael Cimino, elle s'achève sur l'image d'un mirage, Sun Chaser, avec l'apparition de ce chaman, hein, qui est... c'est assez beau d'ailleurs de se dire que la filmo de Cimino, elle commence avec un mirage retrouvé, qui est la petite église
de Warsaw dans le Montana, on va là où est le trésor, et on comprend bien que le trésor pour Cimino c'est autre chose que quelques liasses de billets de dollars, c'est une espèce d'idéal américain, une histoire de l'Amérique, voilà, donc la petite église de Carador, c'est ça. Et mais retrouvée, parce qu'elle n'est pas à l'endroit qu'on pense, puis elle a été déplacée, puis c'est qu'un truc pour touristes. Hein. Donc le mirage n'empêche pas d'être lucide aussi sur ce qui est devenu l'idéal qu'on a. Et cette film, elle s'achève par la matérialisation d'un paysage que le jeune adolescent bleu du film a fantasmé à partir d'une image d'Épinal dans un bouquin. Et c'est génial parce que quand apparaît le chaman à la fin de Sunchaser, on s'en fout de savoir s'il est là ou pas, si c'est un mirage vrai ou faux, puisqu'il apparaît aux yeux de ceux qui ont cru qu'il allait exister. Et ça, pour moi, c'est tout Michael Cimino. La question, c'est pas de se dire à la fin, mais alors, son Amérique, il l'a trouvé ou il l'a pas trouvé, peu importe. Ce qui compte, c'est tout le trajet qu'il a fait lui, et les films qu'il a produits, et tout ce qu'il a pu faire en croyant à ça. D'ailleurs, la fin de Sunchaser nous dit quoi? Nous dit, si tu crois très, très fort à quelque chose, ce truc-là, il se matérialise. C'est pour ça que Cimino, son mirage d'Amérique, il pensait un peu comme Stanley White, qui en est la version un peu pathologique, qu'à force de croire que l'idéal américain fordien, c'est-à-dire ce peuple américain retrouvé, existe, et bien un jour il va exister. Parce qu'il faut y croire à mort. Et c'est ça le mirage, en fait. Alors, comment... Non, mais j'ai juste un truc, Philippe, c'est que c'est un mirage américain, c'est que cette question-là, sur Cimino et sur ce rapport à l'Amérique, à la communauté, au peuple américain, etc., dépasse complètement Michael Cimino. Hein, c'est pour ça que c'est un mirage américain, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ça, des films de Cimino, de Ford, de Eastwood et de tant d'autres, qui te permet de comprendre l'Amérique tout court. Aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, les questions que pose la Joue de l'enfer, elles permettent de comprendre l'Amérique d'aujourd'hui. Et pareil, quand tu regardes American Sniper, ou quand tu vas sur la piste des mots de John Ford. Donc, pour répondre mieux à ta question de tout à l'heure, Cimino devait être non pas le contour du film, mais le point de départ, quoi. Et après, il faut, à mon avis, en sortir. Voilà, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, là tu parles de toi, c'est-à-dire qu'en fait, ce film, comme We Blue It, c'est une manière d'appréhender l'Amérique. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est-à-dire que la cinéphilie va être un point d'entrée, une focale, enfin la cinéphilie, les films et les cinéastes, et qu'après ça, il y a autre chose, c'est-à-dire que tu vas faire œuvre de cinéaste et toi-même partir à la recherche de ton Amérique. Oui, mais tu sais, je sais pas, toi qui as autant de cinéma américain que moi, je veux dire, le cinéma américain renvoie à l'Amérique renvoie au cinéma américain. Quand tu aimes le cinéma américain, cette distinction, en fait, elle n'existe pas. Voilà. D'abord parce que quand tu poses ta caméra là-bas, quand tu as vu un peu de film, tu as 25 fantômes de films qui arrivent à n'importe quel endroit. Le moindre diner, tu as tout de suite. Ce qui fait que l'espace américain et l'image que tu vas même toi faire à un moment aux États-Unis, elle est de fait hantée par les films ou par des représentations, etc. Donc c'est un espace qui est un espace rempli de fantômes. Donc la question, est-ce que c'est vrai, pas vrai, j'en sais rien. Mais moi, le fantasme de l'Amérique, d'abord parce que l'Amérique, qui a passé un peu de temps là-bas, c'est qu'il y a plusieurs Amériques. Et donc à chaque fois que tu y vas, tu tombes sur une Amérique ou autre. Et moi, je suis un Européen, comme toi, c'est-à-dire que je ne serai jamais américain, même si je passe un temps fou là-bas. Et je pense que mais Cimino était... Moi, c'est ça qui est intéressant, je vais dire quelque chose. Quand je fais le voyage avec Michael Cimino, qui se termine donc dans cette petite bled de Montrose dans le Colorado, le fameux Alan Keller, ce cow-boy, etc., nous attend. Et donc il arrive, il sort comme ça d'un diner, et Cimino se dirige vers lui. Et ce grand cow-boy va enlacer le corps de Michael Cimino. Comme Cimino, comme moi, Malin, Stetson, etc. Et l'autre, c'était une espèce de baraque type John Wayne, c'est sa doublure. Et au moment où, en fait, le Alan Keller a enlacé Cimino, j'ai compris un truc du cinéma de Michael Cimino. Exactement à ce moment-là. C'est-à-dire que je l'ai compris presque 2, 3, 4, 5 jours plus tard, en me disant c'est quand même une image incroyable. Alors c'était rien, c'était deux amis qui se retrouvaient. Mais j'ai compris à ce moment-là, on pourrait presque dire, le fantasme de Michael Cimino, où ce qui faisait vraiment sa personnalité, c'était une espèce d'idéal de conversation, si tu veux, entre l'Est aristocrate cultivé, ce que lui était,
avec l'Americana pur et dur. Et la magie des films de Cimino, en tout cas dans ses grands films, c'est exactement cette espèce de conversation-là. Tu vois, quand il te dit, oui, Vronsky, par exemple, dans J'ai beaucoup d'en faire, c'est le nom qu'a Robert De Niro, il te dit, oui, c'est Anna Karenine. Oui, mais Anna Karenine, c'est cet ouvrier sidérurgiste, il rêvait de ça. Et donc Cimino, d'une certaine manière, je pense qu'il était autant à distance de l'Americana qu'il a cherché que moi de l'Amérique. Tu vois, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, quand il débarque pour aller voir l'Ouest, toute cette espèce de vieux cow-boy, ils n'ont rien à voir tous les deux. Et je pense qu'il rêvait de faire converser ces deux choses-là. Et d'ailleurs, Christopherson dans La Porte du Paradis, de cette manière, c'est presque l'accomplissement fantasmatique de Cimino. Cet homme, Harvard, le beau Danube, Strauss, l'éducation, etc. Cut, il est au milieu des rednecks américains en plein cœur de l'Americana. Ça, c'est ce que rêvait Michael Cimino, c'est de se dire, voilà, j'ai envie de convertir. Il fantasmait l'Americana, mais comme moi, je fantasmais l'Amérique. Et ça, tu comprends, et cette espèce de distance, elle est capitale, et elle permet de comprendre vraiment le cœur, à mon avis, du cinéma de Cimino. Cette espèce de conversation entre l'Est et l'Ouest, et on pourrait presque dire entre une certaine Amérique et l'Europe. Je pense que Cimino, il était hanté par cette espèce de dialogue entre l'Amérique et l'Europe. Il fera bien, il ira en Sicile, tourner Sicile en 87, peut-être que ça l'obsédait, quoi. Comment marier Ford et Visconti, voilà. Et justement, quand on aborde Danny Dragon, avec ce film d'origine polonaise, et puis avec le drapeau américain, je veux dire, tu montres ça aussi dans le film. C'est une manière de continuer directement pour lui. Pour moi, je pense que ça, c'est peut-être, tu vois, cette séquence de drapeau, c'est pour moi les 2-3 séquences les plus importantes. Je pense que si demain tu me dis, bon, alors, trouve-moi 2-3 plans qui résument exactement ce qu'est Slot Cimino, je pense que je ne prendrai que 2. C'est le plan de Mickey Rourke dans le bureau de son supérieur, se retournant à la baie vitrée et regardant pendant 2-3 secondes le drapeau américain. Et je pense que ces deux images-là, c'est tout le cinéma de Michael Cimino, et je pense que c'est même tout le cinéma mais presque des Américains à l'égard de leur propre drapeau, de leur idée de l'Amérique, etc. C'est-à-dire que Mickey Rourke, il désire ce drapeau, en fait. Il désire ce drapeau, et il veut que ce drapeau ressemble à ses propres... on va presque dire à ses propres fantasmes, parce qu'il est un peu fou, Mickey Rourke, quand même, dans le film. Lui, il veut réaliser le drapeau américain, véritablement. Et d'ailleurs, je pense que cette espèce de champ contre champ entre Mickey Rourke et le drapeau américain, qui est, là, ses collègues lui dira, tu poursuis quelque chose qui n'existe pas. Donc Cimino fait une espèce de coming out exceptionnel à ce moment-là dans Les Dragons. Il dit, voilà, en plus, comme le dit Oliver Stone, il a réécrit le personnage de Stanley White de plus en plus pour qu'il lui ressemble. Et donc quand il voit ce drapeau, il poursuit un truc qui n'existe pas, ce qui est tout le cinéma de Michael Cimino. Si c'est dans le cinéma de Michael Cimino, à la fin Cimino fait le cadeau et dit ça existe, en fait ce que tu cherchais, c'est assez beau. Mais je pense que c'est ce chant contre chant est en fait une espèce de reprise et de citation ou de réponse de la toute dernière séquence de Sur la piste des Mohawks de John Ford en 1939, film fondateur important, mais qui se termine passe au milieu du XVIIIe siècle pendant les guerres françaises, britanniques, etc. Et pour ceux qui n'ont pas complètement en tête par cœur Sur la piste des Mohawks, ça s'achève par l'arrivée du colon Henri Fonda, de sa femme, Ed Colbert, et puis il y a une servante noire, un indien Cherokee, il y a des gens qui sont là, et puis arrive le premier drapeau américain. Et un type explique, tu sais, voilà, les bandes c'est pour ça, les colonies c'est des étoiles, et puis quelqu'un prend ce premier drapeau américain et le porte au sommet d'une église, on entend le clocher, ce qui permet en un quart de seconde de comprendre que le patriotisme américain, c'est pas le patriotisme tel que nous on l'entend. D'un seul coup, ça devient cette idée mystique. Le peuple élu, c'est-à-dire qu'il y a les cloches avec le drapeau. Et là, on a tous ces personnages-là qui regardent ensemble le drapeau, ensemble. Ça, c'est, à mon avis, je pense que c'est pour Cimino l'idéal fordien, donc l'idéal du peuple américain par excellence. Des gens venant d'horizons différents, d'origines sociales, ethniques, religieuses différentes. De toute façon, il n'y a pas d'Américains aux États-Unis à part des Indiens natifs, évidemment. Et tous ces gens-là regardant à un moment dans la même direction, qui est donc ce drapeau américain. Voilà.
Ça, c'est tout le cinéma de Ford et tout le cinéma de Michael Cimino. Et lui, 50 ans plus tard, il se dit, mais est-ce qu'on peut refaire cette image-là? Donc quand Mickey Rourke regarde le drapeau, il ne regarde pas, il le regarde avec le même amour que les personnages de Ford. Le problème, c'est qu'il y a eu entre-temps 20 ans d'histoire américaine. Le Vietnam, les blessures, les assassinats politiques, etc. Donc ce rapport qui semblait comme ça très très beau au drapeau américain en train de naître, là il faut le reconstruire. Et donc la question de la reconstruction du peuple américain pour Michael Cimino, et donc des différentes communautés, c'est en ce sens-là que c'est un cinéaste fordien. C'est que le cinéma de Ford, c'est un cinéma qui a mis en scène la question justement de la communauté comme étant la condition sine qua non du peuple américain, et comment elle s'ouvre, comment elle se referme, mais s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de peuple américain, et s'il n'y a pas de peuple américain, il n'y a pas d'Amérique. Et Cimino, lui, reprend exactement cette question-là, à la fin des années 70, mais comme c'est pas un amnésique ou un réac, ou voilà, un cinéaste révisionniste, il dit, pour reconstruire l'Amérique, il faut que ces communautés regardent à nouveau dans le même sens, mais pour qu'elles regardent dans le même sens, il faut purger les problèmes, les blessures de l'histoire. Donc c'est aussi bien, effectivement, la Johnson County War, où on ne pourra pas remettre à l'endroit le peuple américain si on ne raconte pas ce qui s'est passé là. Et on ne pourra pas remettre à l'endroit le peuple américain si on ne dit pas que les Chinois, ils ont participé à la construction du chemin de fer. Grande discussion dans l'année d'Aragon, mais ils ont participé ou pas à la fameuse construction du chemin de fer qui amène à cette photo très célèbre où le Pacifique et l'Union Pacifique et Pacific Express se rejoignent à un moment donné à un endroit du territoire américain. On va enfin pouvoir coast to coast traverser les États-Unis. Et puis il y a une photo très célèbre où on voit tous les gens qui sont en train de poser devant la caméra, qui ont été à la construction. Et puis les gars ont dit, mais regarde cette photo, il n'y a pas un seul Chinois. Et la fille, la Tracy dans Les Dragons, lui dit, non mais mon grand-père a aidé à la construction du chemin de fer. D'ailleurs, quand on a vu dans quelques films, on sait que dans Coup de feu dans la Sierra, ça s'appelait Peckinpah. Et il insiste beaucoup, Peckinpah, pour montrer, un, qu'il y avait des dromadaires, des chameaux, ça c'est drôle, dans l'Ouest, et deux, pour dire les Chinois, ils ont collaboré de façon très active à la construction des chemins de fer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'entre Ford et Cimino, il y a un autre cinéaste qui s'intéresse à cette question du drapeau de l'Amérique, c'est Eastwood. Et c'est assez fascinant de penser que Cimino va commencer sa carrière de cinéaste grâce à Eastwood. Tu sais, je disais tout à l'heure, juste avant que tu viennes au moment de la présentation, que le regret, le seul regret en fait que j'ai avec ce film, c'est Eastwood. Parce que Eastwood était d'accord pour participer au film, mais pendant que nous on tournait en fait dans tout le moment, en gros Californie, Los Angeles, lui était en post-production de Cry Macho. Donc il n'était pas libre, mais il était d'accord, puis Cimino aimait beaucoup Eastwood et vice-versa. Et moi j'aurais aimé ça, pourquoi? Alors, pour plein de raisons. D'abord le simple plaisir d'avoir Eastwood dans un film sur Cimino, mais aussi parce que en fait ça me permettait de ne pas laisser totalement la parole, d'encadrer un peu ce que disait Cimino. Parce que Cimino, comme le dit Tobac, il ne parlait pas des gens de sa génération. Quasiment pas. C'était pas un cinéaste en plus cinéphile, Michael Cimino, il aimait beaucoup le cinéma, mais pour accéder à autre chose. Disons Cimino n'est pas quelqu'un qui a fait des films parce qu'il aimait le cinéma. Voilà. Contrairement à des gens comme Scorsese, des gens comme De Palma, qui avaient le cinéma comme toile de fond. Lui, pas du tout. Et le problème, c'est que moi je vois bien quand j'en parlais avec lui, à part Eastwood, pour lequel il avait une admiration sans borne jusqu'à la fin de sa vie, à part Stone, avec lequel il continue à estimer beaucoup, il ne parlait jamais des gens de sa génération. Alors tu me diras, c'est normal, puisque Cimino, en fait, n'est pas un cinéaste du Nouvel Hollywood, mais bon, quand même. Et par contre, et Tobac l'a très bien compris d'un point de vue psychologique, oui, mais moi, je m'inscris, mes collègues, les gens avec lesquels je parle, c'est Ford, Vidor, Visconti, etc. Ce qui était pratique, parce qu'on dit long aussi en termes d'ego, hein, c'est pas bon. C'est-à-dire que voilà, moi je ne peux être comparé qu'à l'aune de Ford ou de ces gens-là, c'est pas rien. Et j'aurais aimé que Eastwood arrive comme le père, le mentor de Cimino. Parce que Cimino, il a raison, il avait raison évidemment de dire qu'il voulait s'inscrire dans la lignée de Ford et de Vidor, c'est tout à fait juste et tous ces films le prouvent. Mais on enjambait un peu vite le fait qu'il y a quelqu'un qui a été là, qui s'appelle Clint Eastwood, qui a énormément compté pour lui,
Et c'est même plus qu'énormément, puisque sans Clint Eastwood, on ne sait même pas ce que serait devenue la carrière de Cimino. Donc, voilà, le problème c'est que Eastwood était d'accord, mais nous on a dû partir, et donc il était convenu qu'on revienne un peu plus tard, juste pour aller voir Clint Eastwood. Mais bon, le Covid est arrivé, et donc on s'est retrouvé à un moment où on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend, quitte à retarder beaucoup le film, ou on laisse tomber, avec toujours le doute de Eastwood, voilà, dans quel état il va être, et puis c'est toujours la même chose, hein, il y a le moment où les frontières s'ouvrent, on peut légalement y aller, et puis Eastwood, 92 ans, voyons débarquer un Européen, je ne suis pas convaincu qu'il aille aussi vite dans l'ouverture des portes, quoi. Donc on s'est dit, on laisse tomber avec Eastwood, ce qui veut dire que derrière, il fallait que lui soit présent, Cimino en parle au moment du canardeur, etc., ou qu'il soit aussi présent, par exemple, je pense à la séquence des drapeaux dont tu parlais, qui pour moi est une des séquences qui me tenait le plus à cœur, et avec l'utilisation de la musique d'American Sniper, de Morricone, à ce moment-là, c'était une façon, peut-être un peu crypto, j'en sais rien, de faire ressurgir Eastwood à ce moment-là, et surtout de faire comprendre que le patriotisme, avec beaucoup de guillemets, de Ford, de Cimino et d'Eastwood, c'est le même. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs Eastwood et Cimino se sont si bien trouvés. C'est pas uniquement parce qu'ils se sont bien entendus, c'est parce que très profondément, les questions que pose le cinéma de Michael Cimino, le cinéma d'Eastwood les pose. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est presque des œuvres jumelles pour moi en réalité. Si ce n'est qu'évidemment Eastwood a réalisé beaucoup plus de films, mais ils ont cette espèce de rapport au patriotisme que American Sniper, quand ça sort, provoque aussi, souviens-toi, des polémiques, un peu du même ordre que Voyage à la fin des années 70. Donc ils ont été confrontés en fait aux mêmes incompréhensions, aux mêmes insultes par moments. Paul Michael traitant Eastwood de fasciste, Cimino se faisant traiter à peu près tout, fasciste, marxiste, homophobe, raciste, enfin il a été à peu près tout. Et donc quelqu'un qui est la preuve que Cimino a toujours été anachronique et à contre-courant. Et c'est la force de Cimino, hein, mais jamais va être toujours à contre-courant de son époque, jusqu'à ce moment, tu sais, des vétérans, tu vois, où là, j'ai senti pendant le voyage que c'était un des rares moments où Cimino s'énervait tout seul. Pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement, on le voit à sa voix, hein, très calme, très posé, etc. Mais un jour, il m'a raconté cette anecdote des vétérans, alors qu'en fait, je crois que je ne lui avais même pas posé de question. En fait, c'est venu quasiment tout seul. On venait sans doute de parler de, je ne sais plus quoi, de Voyage au bout de l'enfer ou d'autres choses, de Steve McQueen. Et il m'a dit, il faut que je vous dise quelque chose quand même. Et quand il m'a raconté cette histoire-là, j'ai senti que pour lui, c'était capital, cette histoire-là. Et donc j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ça l'était, en fait. Tu vois, mais pourquoi il s'énerve autant? Il est allé avec les vétérans des années 80, à marche à Washington, pour une version du mouvement de Mayallin et tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est à ce point, 40 ans plus tard, si heurté par ça? Et en fait, j'ai compris ça, en fait, presque des années plus tard, en me disant, mais pourquoi c'est important? Parce que j'ai relié ça en fait à la polémique de l'époque de Voyage au bout de l'enfer, où il avait traité de tout représentant, c'est Oliver Stone, hein, qui lui n'a pas digéré ça, les Viet Cong, représentation raciste, film de droite face au film de gauche qui serait Coming Home de HB. Bon, à l'époque, Voyage au bout de l'enfer et Coming Home, c'est les deux Amériques fracturées qui se regardent en chien de faïence au moment des Oscars. Et Jane Fonda dans l'ascenseur, voilà. C'est raconté dans le livre. Ouais, elle refuse de saluer Cimino, donc une vraie violence, etc. Et après, elle reconnaît qu'elle n'avait pas vu le film. Oui, ça. C'est vrai, t'as raison. Oui, mais bon, en même temps, c'est pas étonnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux te dire, à la fin des années 70, que bon, d'accord, il y a deux Amériques s'affrontent, ils ont deux visions différentes de l'engagement américain là-bas, idéologiquement, voilà, tu peux considérer que c'est deux Amériques qui s'affrontent. L'une qui est contre l'engagement américain au Vietnam, on n'a rien à faire là-bas, qui défend, qui contre la conscription, l'envoi des Américains là-bas, et puis l'autre qui considère qu'au nom d'un idéal américain, voire de la menace communiste, il faut y aller. Mais en fait, j'ai compris cette espèce d'histoire-là, presque par un effet de retardement, après coup. Et je me suis dit, si Cimino, qu'est-ce qui fait que Cimino s'énerve quand il dit il n'y a personne n'est là? Il y a que, voilà, il y a des Morland qui se baladent, il n'y a que des types éclopés, etc., mais personne n'est là. Donc quand il dit personne n'est là, il dit tous ces gens qui ont manifesté contre la guerre du Vietnam dans les années 70, ils ne sont pas là.
Et ça le met hors de lui. Donc, à la fin des années 70, il peut comprendre, à la limite, deux différentes positions. Mais que dans les années 80, alors que reviennent tous ces gens-là qui ont payé le prix fort, envoyés par l'armée, etc., ne soient pas là pour soutenir que tous ceux qui reviennent, pour lui, c'est un scandale. C'est-à-dire qu'en fait, on peut penser jusqu'à la fin des années 70, d'une certaine manière, que les gens qui sont contre la guerre défendent aussi les enfants du peuple américain qui sont envoyés comme chair à canon au Vietnam, mais en fait non, puisque dans les années 80, ces gens-là sont plus là pour défendre ces enfants-là. Et en fait, le truc m'est venu, je vais te dire très honnêtement, en repensant, parce que je travaillais pas longtemps un peu là-dessus, au débat qu'avait Pasolini en Italie dans les années 70, quand à un moment donné, on est en 74-75, peu de temps avant sa mort, où il prend la plume dans le Corriere della Sera, ou le Paese della Sera, un des deux, et il insulte, en fait, tous les gens de son camp idéologique, communistes, etc., qui leur dit, mais arrêtez d'insulter les flics, de les traiter de nazis, de tout ce que vous voulez, etc., etc. Et il a cette phrase à l'époque, il dit, parce que ce sont les fils du peuple. Critiquer le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, etc., il n'y a aucun problème, le président du Conseil, mais les flics, c'est les fils du peuple. Et en fait, Cimino pensait exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il fallait être aux côtés des fils du peuple, pour tous les gens de la contre-culture. Et eux n'étaient pas là. Et ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment touché et marqué en réalité. Alors, j'aimerais savoir comment tu as choisi, je veux dire, les gens qui sont connus, qui sont dans ton film. Donc, il y a John Savage, il y a Tarantino, il y a Tobac. Stone, on comprend pourquoi. Savage, tu nous as expliqué pourquoi. Pourquoi Tobac et Tarantino? Tobac, parce que lui, en fait, il a travaillé beaucoup avec Cimino sur le projet de Costello, qu'ils ont des mois et des mois, qui devaient écrire avec lui. Il a écrit d'ailleurs un scénario sur la vie de Frank Costello, le mafieux, etc. Donc ils ont beaucoup bossé ensemble. Et en plus, moi, je connaissais Tobac d'avant, parce qu'il était déjà dans We Blue It, et je savais que c'était quelqu'un qui... en fait, un peu comme Tarantino, c'est-à-dire qui était à la fois très admiratif de Michael Cimino, qu'il avait vraiment pratiqué comme Oliver Stone, et qui avait un point de vue très marqué sur certaines choses, en fait. Et notamment sur La Porte du Paradis. Moi, j'adore ce moment, quand j'aurais très bien pu le couper, lorsqu'il dit La Porte du Paradis, l'échec de La Porte du Paradis, on peut l'expliquer de plein de manières. Il y a effectivement le mauvais moment, politiquement, enfin, le budget du film, il y a la mauvaise distribution, il y a plein de raisons. Mais il dit quelque chose que je pense que c'était important qu'on entende quand même, à savoir qu'une des raisons de l'échec spectaculaire de La Porte du Paradis, c'est La Porte du Paradis elle-même. Et moi, comme j'avais pas du tout envie d'un truc géographique, où on tourne autour de Cimino, mais en fait il y a un centre absent, bon, c'est reste une énigme, évidemment, on poursuit Cimino, mais on ne l'atteint jamais. J'avais aussi envie, contre la vision toujours un peu hagiographique, où tout est toujours amazing, tout était génial, il prenait le café, c'était génial, ce qu'il disait là, c'était génial. Non, Cimino, il avait des côtés très attachants, par moments un côté très désagréable. C'était la somme de tout ça, Cimino. Je pense qu'il fallait qu'il y ait cette complexité-là, ce qui fait que je pense que dans le film, ils ont tous raison, à leur manière. Et moi, j'ai pas envie de trancher. Mais notamment cette phrase sur La Porte du Paradis, parce que nous, rétrospectivement, en 2021, 2022, mais depuis 10 ans maintenant, le réflexe des gens, c'est de se dire La Porte du Paradis, c'est un chef-d'œuvre incontestable, immense film, etc. Mais comment c'est-il qu'il y a 40 ans, un public aussi crétin n'a pas pu aller voir La Porte, n'a pas compris que c'était un chef-d'œuvre? Bon, déjà, je suis toujours un peu méfiant sur ce genre cette façon de dire que le public a forcément toujours totalement tort. Et ce que j'aime en fait avec Tobac, c'est qu'il ose de dire un tabou, alors qu'aujourd'hui c'est devenu un truc incontestable. Le tabou, c'est de dire que peut-être que dans La Porte du Paradis, qui est un grand film, là pour le coup incontestable, par moments splendide, prodigieux, tout ce qu'on veut, mais, il y a un mais qui fait qu'il y a un écart entre La Porte du Paradis et Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, je pense, est un film absolument parfait, de bout en bout, qui a la grâce de bout en bout, etc. Ce qui n'est pas le cas, à mon avis, de La Porte du Paradis, qui est un film génial, mais qui a quelques problèmes liés à l'identification dont j'avais parlé à Cimino. Et j'aime beaucoup quand Tobac commence à se lancer dans cette analyse en disant, vous savez, lui c'est un cinéaste, mais c'est aussi un scénariste
Vous savez, le problème de la porte du paradis, c'est qu'il y a des moments où le récit avance, puis il y a des moments c'est la psychologie, et puis il dit les grands films, c'est quand l'histoire avance en même temps que les personnages. On dit Voyage au bout de l'enfer, ça marche à chaque seconde. La porte du paradis, c'est pas vrai. Ce qui fait que le film progresse par moment, par coup. On a le sentiment que la moitié du film se met en veilleuse quand l'autre avance, et vice-versa. Et j'avais envie qu'il dise ça, même si on n'est pas d'accord. Mais parce que c'est quand même quelque chose d'américain, ça. Cette idée qu'on ne peut jamais complètement blâmer le public pour un échec qui a eu lieu. Souviens-toi de Friedkin et Sorcerer. On sait bien combien les Américains ils mettent du temps à reconnaître que peut-être que le film qui n'a pas du tout marché, il est pas mal. Parce que si le public n'est pas allé voir le film, c'est que le problème c'est le film lui-même. Donc j'avais envie qu'il y ait ce propos-là. Comme Stone, qui est par moment, on sent qu'il marche sur des œufs, Oliver Stone. À la fois il admire Cimino, mais il considère que la fin de carrière de Cimino, grosso modo après La Dragon, je ne parle même pas des 15 ans au cours desquels il n'a pas tourné, 20 ans même, en fait c'est un gâchis qui est dû en grande partie à Cimino lui-même. Ça aussi j'avais envie que ça soit dedans. Parce que, moi je pense, en tout cas c'est mon hypothèse, que Cimino c'était quelqu'un de double, dans le sens où il était animé par deux impulsions qui étaient contradictoires. Et c'est ce que dit Stone. Une part de lui, comme tout cinéaste, avait envie de continuer à faire des films. Il travaillait comme un fou, il écrivait des scénarios, etc. Et une autre part de lui, mais la même personne, s'arrangeait toujours pour que les films ne se fassent pas. Et je pense qu'on ne peut pas trancher entre ces deux choses-là. Et Stone, j'avais envie qu'il dise ça, notamment avec l'histoire du western au sud. J'avais envie qu'il dise ça parce que, d'une certaine manière, peut-être que Cimino avait conscience, parce que quand on voit sa fin de carrière, moi j'ai beaucoup d'affection pour Sun Chaser, mais quand on voit Le Sicilien, et puis Desperate Hours, quoi qu'on en pense, on a perdu Mojo. Il y a quelque chose qui est moins là. Et je pense que Cimino, qui était quelqu'un de très intelligent, avait un peu aussi conscience qu'il y a quelque chose qu'il avait perdu. Donc d'une certaine manière, là je fais de la psychanalyse de bazar, mais en s'arrangeant aussi pour que les films n'aient pas lieu, ça permettait de préserver la légende de l'artiste maudit. Il valait mieux garder l'idée, ce que disait Johan Carelli un jour, c'est Picasso à qui on a lié les mains. Ok, si tu penses que Cimino en 95 c'est toujours Picasso, pas de problème. Mais plutôt que de prendre le risque, comme beaucoup de cinéastes dont on se dit par exemple vraiment qu'ils arrêtent de tourner, je pense qu'il y avait un peu de ça quand même chez Cimino. On peut prolonger cette conversation, parce que je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes américains qui Welles est exactement dans le même cas, et même quand tu dis la perfection de Voyage au bout de l'enfer versus la porte du paradis qui est plus compliquée, c'est exactement la même chose avec Citizen Kane et Anderson, et après, voilà. Alors, on me dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps, et il y a quand même un truc dont je voudrais vraiment parler de ton film qui, moi, me touche infiniment, qui est la représentation des extraits des films de Cimino dans le film. C'est-à-dire qu'il y a ce moment partagé avec la communauté tu organises une projection Voyage au bout de l'enfer, et là, on voit bien ce que ça veut dire. Il y a les moments où tu fais des projections, il n'y a personne. C'est-à-dire, c'est la projection du canardeur sur le modèle, par exemple. Et j'ai l'impression, quand je vois le film, quand je le revois, c'est que dans une première partie, il y a ces projections où on voit finalement une image impure. On voit l'extrait du film, mais sur un écran qui n'est pas un écran blanc. Et ça va nous dire à la fin du film où en fait les extraits sont superposés sur la route et sur ton propre film. C'est-à-dire que projeter, ça annonce presque les effets de transparence de la fin. Bah, écoute, je suis content que tu parles de ça. Parce que en fait c'est quelque chose qui est de très important et de très compliqué. Quand tu fais comme ça un film dont la matière est un cinéaste, et donc des films, la question des extraits, le statut des extraits, moi je déteste les extraits plein pot dans les films. Voilà. Je sais pas, ça me fait sortir du film, j'y crois pas, ça crée une rupture de continuité. Bon, et pourtant il y en a, mais je te dirais comment. Et donc la question de la projection était capitale, et là pour le coup, il y a deux choses. La première, la projection de Voyage au bout de l'enfer, qui est une idée, alors pour le coup, j'ai avant de partir, en disant, il y a un moment donné, on va projeter Voyage au bout de l'enfer aux gens de la communauté. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que quand tu arrives à Mingo Junction, moi, en fait, à ce moment-là, je me demande encore comment est-ce qu'on va projeter. Alors, on se pose des questions toutes bêtes. Bah, tiens, est-ce qu'il y a un cinéma à Mingo Junction? Réponse non. Il faut aller à Pittsburgh, 50 bornes, plus de langue, 250. Donc, d'accord. Alors, une hypothèse possible, c'est de se dire, on loue, on n'aura pas eu le budget, mais on loue un bus,
Et on prend 50 personnes de Mingo Junction, on les amène comme ça à Pittsburgh, dans un complexe, tu vois, ça fait le popcorn, ils s'assiedent, ils regardent une version 4K de The Hunter. Alors là, contresens total, et ça, t'as rien compris si jamais t'as l'idée de faire ça. Et après, en écoutant parler ces gens de Mingo Junction, c'est pour ça que je te disais que pour moi, ils réalisaient le cinéma de Michael Cimino de façon beaucoup plus forte que des experts qui en parlent, c'est que je voyais bien qu'ils m'en parlaient comme ils me parlaient de leur propre vie. C'est-à-dire que pour nous, je vous l'enfer, c'est l'âge d'or des usines, pour moi c'est la mort de mon ami, pour moi c'est... Autrement dit, ils m'en parlent comme d'un film de famille, voilà, comme d'un home movie. Et je me suis dit, si tu comprends ce que tous ces gens viennent te dire pendant des jours et des jours, il faut que tu leur projettes Je vous l'enfer comme eux le voient, et ils ne le voient pas comme toi, comme moi ou comme toi, comme un grand film de l'histoire du cinéma, etc. Non, eux, pas du tout. D'ailleurs, le nom de Michael Cimino, son oubli, pour moi, est très symptomatique de ça. Non, Je vous l'enfer, c'est leur film de famille. Donc, quand ils voient Je vous l'enfer, ils sont pas en train de se dire quel raccord à la David Lean, dément. Non. Ils se disent, mais tu te souviens du chéri, de ton père, qui était, etc. Donc, je me dis, s'il le regarde comme un home movie, on va le projeter comme un home movie. Et donc là, de toute façon, le maire nous a prêté une petite salle derrière, de façon très artisanale, et j'avais même le sentiment qu'en faisant ça, ça permettait de marier la grande forme de Voyage au bout de l'enfer, donc ça a l'air de réaliser ce qu'est la magie de Voyage au bout de l'enfer, Visconti et le movie, pour faire court. Hein. La grande forme de Voyage au bout de l'enfer, projetée sur un drap, avec un son assez pourri, avec le cadre qui déborde, et des gens qui parlent pendant le film. Et donc, moi qui ai écrit un livre sur Michael Cimino il y a longtemps, j'avais mis des jours et des jours à essayer de comprendre, ou à essayer de me formuler l'idée que Voyage au bout de l'enfer, c'était peut-être Le Guépard, pour faire court, mais que c'était aussi un film de famille. Et donc eux, ils l'ont accompli. Alors qu'en regardant Voyage au bout de l'enfer comme un film de famille, ils ne me parlent pas que d'eux-mêmes, ils me parlent génialement du cinéma de Michael Cimino. C'est-à-dire qu'ils me disent Voyage au bout de l'enfer, c'est un home movie. Je dis ouais, évidemment que c'est un home movie. Et ça, sans un langage d'expert, sans de la critique, sans un savoir culturel, rien du tout. Instinctivement, il touche exactement à ce que c'est le cinéma de Michael Cimino. Et la question des extraits dont tu parles, l'idée, elle était toute bête, c'est que, en rapport avec ce que je t'ai dit au début, c'est que pour moi, Cimino s'est déduit de l'Amérique, et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas Cimino le m'abuse, on va rentrer dans son monde, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, la focale Cimino, parce que grâce au film de Cimino et d'autres, on a pu apprendre de l'Amérique tout court, voire même de sentiments comme la mélancolie, etc. Ça, c'est intéressant, ça, c'est fort. Donc, l'idée, c'était de se dire que si le cinéma de Cimino vient de son goût, de son fantasme, de sa connaissance de l'Amérique, de ses doutes, de ses questions, parce qu'il était comme ça, Cimino, il ne partait pas des films, il partait de l'Amérique elle-même, de ses propres questions, et bien il faut qu'on projette des extraits. Autrement dit, les extraits, ils sortent littéralement de l'espace américain. Ils vont peu à peu prendre forme, un peu comme des Ghosts dans Body Snatchers. Au début, ils arrivent, ils ne sont pas bien formés, parce qu'ils sortent de l'Amérique, mais littéralement dans l'image. Donc, effectivement, quand on voit l'extrait du Canardeur, il y a des moments où la tête d'Eastwood arrive dans le cadre de la porte, on ne voit pas bien. Dans la Voyage au bout de l'enfer, avant la séquence du billard, il manque un tiers de l'image. C'est pas grave, c'est un cinéma en formation. Et puis à un moment donné, ils ont le droit d'arriver plein pot quand Cimino arrive. Autrement dit, là, ils sont constitués. Mais quand ils arrivent constitués, c'est un peu chose que je raconte, mais c'est un peu l'idée, c'est que quand ils arrivent constitués, en fait, les films et l'Amérique, ça se confond. Totalement. Donc, les films de Cimino et les images que nous, on peut faire, il n'y a plus de différence entre les deux. D'où le moment, en fait, zénith de ça, qui est le moment de la surimpression, où j'ai plus envie de savoir, moi, si ça vient de Cimino, pas de Cimino, du passé, du présent, du futur, tout c'est la même chose. Et puis la route américaine, c'est quand même la rencontre des vivants et des morts, c'est la rencontre du passé et du futur. Donc, et là, tout doit se mélanger, mais on n'est pas en train de se dire, l'extrait de la porte du paradis, etc. C'est que je pense que les extraits ont changé de statut, et d'ailleurs ça s'achève par un plan, qui est un plan du Canardeur, qu'on a même travaillé à l'étalonnage pour le rapprocher de nos propres images, en réalité. C'est-à-dire qu'on a là, pour le coup, on a fait quelque chose, qui normalement ne devrait pas être fait, de totalement profane. C'est qu'on a tiré le film de Cimino vers les images que nous, on faisait. Jusqu'à ce moment d'indistinction totale, parce que la force du cinéma américain à la fin, c'est qu'il se confond avec l'Amérique, et quand tu comprends l'un, tu comprends l'autre. Et c'est beaucoup plus fort
que de se dire ça a été tourné avec un travelling, un 30 mm. Ça c'est marrant un peu. En fait, c'est pas grand chose en réalité. C'est ça la conclusion, hein, que le cinéma américain se confond avec l'Amérique. On a la conclusion de cette conversation. Je voudrais qu'on remercie vraiment Philippe de m'avoir supporté. Jean-Baptiste qui a tellement éclairé sur son film, tellement qu'il a envie de regarder.